Non, je parle rien. Quand on est venu, c'est la tempête et après c'est tout, le toit était couvert de neige. Je suis pas monté dessus, sinon je serais monté. Tu le vois à l'image que ça, dans le viseur que ça comprime, que ça compresse. Simon a 50 ans, enfin presque. Il est né en 1950, les années sont faciles à compter. Ce réveillon, Simon et ses amis ont décidé de le passer ensemble, loin du tumulte prévisible. Ils se sont donc retrouvés au pied de l'abbatiale Saint-Robert, dans la grande maison, pour l'instant assoupie sous la neige, dont Antoine et Hélène ont entrepris la rénovation. Simon et Elisabeth n'ont pas amené le chien. Jean et Loredane sont arrivés les premiers dans leur break Fiat immatriculé à Bergame. Ils ont été ensuite rejoints par Anaïs, Jean-Christophe et Émilie, Patrice et Kyoko, et enfin Mathieu, venu en voisin. 30 ans auparavant, Simon est maoïste et amoureux d'Hélène, qui le quitte bientôt. Elle ne supporte plus le chauvinisme mâle du militant professionnel qu'il est devenu, comme elle le déclare à son amie Christiane. Antoine, de son côté, décide d'être un marxiste-léniniste authentique. Les discussions entre eux dégénèrent rapidement en excommunication réciproque. Au lieu de faire la révolution ensemble, ils se fâchent définitivement, aucun des deux ne pouvant comprendre comment l'autre a pu faire pareil choix. Quant à Jean, qui n'appartient à aucun groupe politique, Simon et Antoine pensent en secret que c'est lui le révolutionnaire le plus authentique. Jean a d'ailleurs été le premier des trois à faire un film en Super 8, à la manière de La Hora de los Hornos, disait-il, pendant ses vacances militantes au barrage de Salagou, près de Clermont-Lérault en 1976. La brouille entre Simon et Antoine dure 15 ans, période pendant laquelle Jean ne cesse d'avoir des relations d'amitié avec l'un et avec l'autre, ce qui permet à chacun d'obtenir de loin en loin, sans avoir l'air d'y attacher autrement d'importance, des nouvelles de l'autre. C'est ainsi que Simon apprend un beau jour qu'Antoine et Hélène se sont mariés, après avoir tiré un trait sur leur engagement politique. Aujourd'hui, Jean possède une véritable collection de caméras, dont une ISO, la seule à fonctionner encore correctement. Simon l'a emprunté pour tourner au moins quelques images en Super 8, 2 enfin réunies. Mais la lumière est vraiment insuffisante, terne et grise. Loredane était au départ la correspondante italienne d'Hélène. Quand celle-ci fait pour la première fois le voyage vers l'Italie pour la rencontrer, elle y découvre en même temps un pays qui la fascine et l'ami qu'elle cherchait depuis longtemps. Jean fait la connaissance de Loredane en 1972 à l'occasion de la fête organisée par Simon pour les 20 ans d'Hélène. Entre eux se produit un coup de foudre, expression qu'il n'aurait à l'époque jamais osé prononcer ni l'un ni l'autre. Depuis, Jean a trouvé du travail à Bergame, il devient chaque année plus italien, même s'il a toujours du mal à dire correctement certains mots. Loredane se moque régulièrement de lui quand il prononce « io sono » au lieu de « io sono ». Depuis que Jean vit en Italie, il a visité tous les musées, toutes les églises. Il est allé sur toutes les piazzées merveilleusement irrégulières qui constituent l'une des richesses de ce pays. Mais la véritable découverte qu'il y a faite, grâce à Loredane, ce sont les pâtes, et spécialement les innombrables façons de les accommoder. Ce qui le fascine surtout, c'est la liste interminable de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Le pecorine est obligatoire avec les bucatines à la matriciana. Le basilic peut accompagner l'ail. Les oignons sont incompatibles avec les spaghettis alle vongole. Simon vit depuis 20 ans avec Elisabeth. Ils ne se sont jamais mariés, à la différence des deux autres couples. Au début, ils n'imaginaient pas rester ensemble si longtemps. Et puis les années passent. Ils recueillent un chien maltraité qui deviendra la mascotte des éditions du Brasier. Avant de s'associer avec Antoine et Simon, Elisabeth travaillait à mi-temps pour l'IGN. Elle mettait les cartes en couleur, ravie de prolonger ainsi dans un honorable métier d'adulte la joie éprouvée dans son enfance à colorier des albums avec ses crayons Caran-d'Ache. En 1985, Simon retrouve Antoine et donc Hélène. Peu de temps après, celle-ci téléphone à Elisabeth. Elle veut la voir hors de la présence de Simon pour faire le point. Elle se donne rendez-vous dans l'arrière-salle du café de la mairie. Tous les quatre décident de s'associer pour fonder une maison d'édition. Simon travaillait alors chez un éditeur depuis 8 ans. Quant à Antoine, il était professeur de français au lycée professionnel et il commençait à en avoir assez de tenter d'élever le niveau culturel des fils de prolétaires.
Anaïs est embauchée en 1990. Elle répond au téléphone, tape les lettres, fait office d'attaché de presse, dessine les maquettes des couvertures de livres et tape sur son Macintosh les manuscrits de Mathieu, qu'elle est la seule à pouvoir relire. Kyoko, comme Mathieu, a commencé sa carrière littéraire grâce aux éditions du Brasier. Maintenant, ils font tous les deux partie de la famille qui s'est constituée au fil du temps autour d'Antoine, Elisabeth, Hélène et Simon. Mathieu est employé aux archives municipales. Son travail lui laisse suffisamment de temps pour écrire. Les éditions du Brasier publient en 1992 son premier recueil de nouvelles. Celui-ci se vend à 2000 exemplaires et obtient un bon succès d'estime. Au moment de la sortie du livre, Mathieu et Anaïs passent 3 nuits ensemble pour fêter ça. Ensuite, Mathieu publie plusieurs volumes de nouvelles, toujours aux éditions du Brasier, malgré les sollicitations dont il est l'objet de la part de certains milieux parisiens. Il est jaloux de l'indépendance dont il jouit, en étant édité par une petite maison comme celle d'Antoine et Simon. Quant à Kyoko, elle est venue en France pour devenir écrivain, après avoir lu Roland Barthes, Philippe Solers et Julia Kristeva. Elle prépare une thèse de littérature comparée et vit avec Patrice, qu'elle a rencontré lors d'un vernissage où elle ne connaissait personne. Celui-ci était prof dans le même lycée qu'Antoine. Il s'était perdu de vue, mais Patrice avait entendu parler des éditions du Brasier. Il propose donc à Kyoko de lui faire rencontrer son ancien collègue. Bientôt, les éditions du Brasier publient Kyokoriko, ou le journal d'une jeune japonaise en France à la fin du XXe siècle, sous la forme d'une série de petits livres qui connaissent le succès que l'on sait. En 1991, Antoine expose à ses amis une idée qui mûrit depuis quelque temps. Il pense aux centaines de milliers d'heures de films d'amateurs qui dorment dans les armoires, et il y voit un trésor où, au-delà des images strictement familiales, on doit pouvoir trouver, inscrit dans la pellicule, tout un pan de l'histoire récente. Antoine voudrait donc créer, parallèlement à son activité d'éditeur, une sorte de cinémathèque qui aurait pour but de rassembler et de donner à voir ce stock d'images anonymes. Il parle de ce projet à Jean-Christophe, le projectionniste du cinéma où Antoine va régulièrement et avec qui il s'est lié d'amitié à force de parler des films dans le hall après la séance. Il lui demande si cela l'intéresserait de s'occuper de l'aspect technique des transferts des films en vidéo. Celui-ci accepte aussitôt, entrevoyant déjà avec gourmandise tous les problèmes qu'il faudrait résoudre. On pouvait s'attendre en effet à récupérer aussi bien de la pellicule 16 mm, du 8 et du Super 8, ou même du 9.5 pour les films les plus anciens. Fin 1992, il crée donc l'association Hier est un film. Elisabeth en est la présidente, Antoine et Jean-Christophe sont vice-présidents chargés des questions techniques et artistiques, Hélène est trésorière et Simon secrétaire. Jean est nommé chargé des relations internationales. La première réalisation de l'association est faite à partir de ces images tournées avant son départ pour l'Italie. Rapidement, William Friesman, titulaire de la chaire de cinéma amateur à la Sorbonne, et Boris Marchand, célèbre grâce à son journal filmé, réalisé en plan fixe muet de la durée d'une bobine de Super 8, deviennent les parrains de l'association et contribuent, grâce à leur notoriété, à en assurer la renommée. Émilie, une ancienne élève de William Friesman, est engagée en 1993 en contrat emploi solidarité par Hier est un film. Elle a bientôt, avec Jean-Christophe, une aventure que tout le monde imagine à tort, sans lendemain. En mars 1999, Simon écrit un scénario de fiction. Il s'agit d'un film court qu'il voudrait tourner avec ses amis au moment du passage à l'an 2000. Il le fait lire à Antoine, celui-ci s'en amuse beaucoup. Avec l'aide d'Anaïs, ils bâtissent un dossier pour obtenir des subventions. Mais Simon est inconnu dans ce milieu, il ne dispose pas des appuis nécessaires et présente un projet peu conforme au canon du genre. Son scénario est refusé partout. Il ne reste donc à Simon aucune autre solution pour garder une trace de cette fin d'année mémorable que de filmer, moitié en Super 8 et moitié en vidéo numérique, ces images imparfaites, hybrides, ou pour mieux dire génétiquement modifiées, d'une réalité beaucoup plus palpitante que toutes les constructions fictionnelles qu'il a imaginées. On dirait des images de mai 68, regarde, c'est tout à fait pareil. Ah oui. Oui, tout à fait. Oui. Ah, la chaleur.
Non, mais c'est pas tombé sur la machine, si. Ah si, il y a plein dessus. Je visais pas. Voilà, ah très bien. La gueule, de toute façon, je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Avance! Un petit bout de bouteille!